une situation comme la situation actuelle par rapport à la pandémie est très très compliquée à traiter, par exemple, parce que les informations changent quasiment de jour en jour. Alors adopter un point de vue là-dessus, adopter une question, la résolution qu'on a faite avec ma compagne, je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais en file indienne, une sorte d'évocation de l'aphorisme d'Achille Savé, et une manière de dire, bon, effectivement, il faut une réponse claire, sanitaire à la situation actuelle, on est tous d'accord là-dessus, mais malgré tout, quand on entend dire que 60 États au monde sont dans une situation de renonciation par rapport aux droits de l'homme, ça pose question. Donc il est important, à mon avis, de témoigner de ça et de se dire, oui, dans tout ça, la réponse est nécessaire. Laisser la parole aux experts peut être nécessaire momentanément, mais il s'agit en tant qu'individu, en tant que communauté, de reprendre à un moment donné les rênes. Voilà. Et c'est pas gagné d'avance. Peut conquérir le droit à la paresse. C'est une autre manière effectivement d'être en résistance. À partir du moment où les utopies ont disparu, on nous dit que les utopies ont disparu, effectivement peut-être que l'éloge de la paresse c'est quelque chose à réenvisager. Les deux premières, donc la chèvre et le petit groupe de Poméranie, proviennent en fait d'une trilogie, il appelle ça trilogie familiale, présentant la mère, la chèvre, la fratrie de cette fameuse truie. C'est une pièce qui s'appelle Les Reines mortes, en référence à un rite d'enterrement de rois. Mais c'est surtout une sculpture très importante et vraiment fondatrice de tout le reste de la démarche de Johann, parce que c'est la première à intégrer un petit mécanisme de la castration du pouvoir. Parce que chez Johann, les allégories ne sont jamais, on va dire, académiques. C'est pas une illustration du pouvoir dans toute sa splendeur, c'est une allégorie, une illustration du pouvoir dans ce que le pouvoir peut avoir presque de pathétique. Alors, l'impossibilité de régner, ça c'est un peu mon interprétation, Johann n'en parle pas, mais l'histoire de notre pauvre rhinocéros avait été offert en cadeau au pape et je pense au roi du Portugal d'abord. Il s'est noyé. Johann, c'est un travail essentiellement poétique. Et dans la poésie, il y a plein de formules. Je parlais de l'oxymore, il y a la métaphore, il y a la fable, la parabole, il y a l'allégorie dont je parlais. Et tout ce langage-là, il le met au service en fait d'une ambiguïté permanente. C'est-à-dire que Johann n'apporte aucune réponse à ces questions cruciales de société,
de politique, presque d'anthropologie, qui est la question de la barbarie, du mal, etc., il n'apporte aucune réponse, il ne fait que démultiplier à l'infini les questions. Donc c'est certainement pas quelqu'un qui fait la morale, il est plutôt anarchiste ou libertaire dans ce sens-là, mais lui il revendique qu'une question amène une autre question. Et donc il y a cette dimension énigmatique dans le travail de Johan qui fait sa puissance critique au niveau politique. Parce que si c'est un donneur de leçons, on retombe alors dans les travers du pouvoir. Et c'est quelqu'un qui critique le pouvoir sans cesse à travers le pouvoir. Les premières œuvres de Johan, c'était de l'affichage sauvage dans l'espace public. C'était des petites affiches notariales au format plus ou moins A5 et qui faisaient référence. Enfin, des libules, on a fait toute une série et les aphorismes, ça provient d'Achille Chavet. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il a conservé tout au long de son travail. C'est la question du langage, de l'aphorisme, qui provient effectivement, on va dire, des sources du situationnisme, puisque Chavet, c'est du pré-situationnisme. Mais voilà, et puis ses affinités avec Raoul Vaneigem et tout ça montrent qu'il est encore dans cette idée d'un art libertaire. Oui. Et normalement, il devrait être ici, Johan, il faut il est l'appeler.